Des terres ancestrales de Normandie, où les campagnes et les forêts cachent encore des secrets millénaires, se murmurent encore aujourd'hui des histoires fascinantes. Des récits de créatures légendaires qui ont hanté l'imaginaire de nos ancêtres, de la redoutable Tarane à l'espiègle Goublin, plongez avec moi au cœur des mythes et légendes normandes. Notre première légende se nomme les oies du château de Pirou. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu d'histoire. Le château fort de Pirou, construit sur la ville du même nom, est situé dans la Manche. Il est d'abord bâti en bois, puis en pierre au XIIe siècle par les seigneurs de Pirou. Le château est positionné sur un îlot artificiel. Il est entouré de 3 douves et de 5 portes fortifiées. Sa position lui permettait de surveiller la côte est de la Manche pour protéger Coutances, changeant plusieurs fois de propriétaire pendant la guerre de Cent Ans et les siècles d'après. En 1966, il est racheté par l'abbé Marcel Lelégard et sa famille. Le château est inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1968 et sa rénovation est lancée. L'édifice est considéré comme un chef-d'œuvre d'architecture militaire médiévale. Pour y rentrer, il vous faudra franchir les 5 portes fortifiées en tournant autour de la douve centrale. Mais alors, quelle est la légende qui entoure ce château ? L'histoire débute à une époque lointaine, où les envahisseurs venus du nord déferlaient sur les côtes de la future Normandie. Mais la forteresse de Pirou résistait à leurs efforts. Les Vikings entamèrent alors le siège du château de Pirou. Les semaines passaient, mais le seigneur de Pirou ne cédait toujours pas, malgré la famine qui guettait la garnison. Un matin, les hommes du nord s'éveillèrent, comme d'habitude, avec l'espoir que le seigneur se rende. Mais le château était anormalement silencieux. Pensant d'abord à un piège, ils laissèrent passer la journée. Le lendemain, toujours aucun bruit ne s'échappait de la forteresse. Ils finirent par escalader les remparts et pénétrèrent dans le château. Et à leur grande surprise, les lieux étaient déserts. Fouillant partout à la recherche des occupants, ils mirent finalement la main sur un vieillard auquel ils promirent la vie sauve s'il leur racontait où étaient passés tous ces gens. Il leur conta que les seigneurs de Pirou pratiquaient depuis bien longtemps la magie et qu'ils gardaient sous clé des grimoires. Il leur fit comprendre que le seigneur, voyant les ressources s'appauvrir, utilisa la magie pour transformer lui et sa famille en oies sauvages, afin de s'envoler pour s'échapper. Les Vikings se souvinrent alors avoir vu, la veille, au lever du jour, un vol d'oiseaux cendrés prendre son essor au-dessus des remparts. Furieux, les assaillants brûlèrent Pirou et son contenu avant de quitter les lieux. Le seigneur de Pirou pouvait alors revenir sur les lieux pour briser le sort et redevenir des humains. Mais les envahisseurs ayant tout brûlé, le grimoire qui renfermait la formule avait lui aussi disparu dans les flammes. Le seigneur et sa famille n'avaient d'autre choix que de conserver leur nouvelle forme. Depuis, chaque année au printemps, un grand vol d'oies sauvages s'abat sur les cours et les fossés de Pirou. Quand les oisillons sont assez forts pour voler, toute la colonie disparaît brusquement, en une nuit, jusqu'à l'année suivante. Les Pirouais prétendent que les volatiles sont, de fait, les âmes des anciens hôtes qui gardent espoir de retrouver les grimoires, et Bredouille repartent à l'automne. La Normandie, comme les autres régions, avait son lot de créatures légendaires. La Tarane, parfois appelée grande bête ou levrette, était un animal féroce qui avait la forme d'un grand chien. Cette ressemblance n'indiquait pourtant aucune sympathie entre elle et la race canine. Elle était même son plus terrible ennemi. Pendant les nuits d'hiver, la Tarane se plaisait à tourmenter les chiens, à les faire aboyer et parfois même aller jusqu'à les dévorer. La Tarane pouvait emprunter des formes plus séduisantes que celles du chien, comme par exemple celle d'une belle dame. Dans l'histoire que je vais vous raconter, la créature dont on parle paraît avoir été une espèce de tarane. Autrefois, dans la ferme de Montulé, sur la commune de Sainte-Croix-sur-Ézier, on pouvait voir un très beau chien. Il apparaissait à différentes heures du jour, mais surtout la nuit, et il se promenait dans le village sans se laisser approcher. Les habitants tentaient pourtant à venir vers lui, mais dès qu'ils tentaient de le caresser, l'animal s'enfuyait. Ce qui était étrange, c'est que l'animal qui ne faisait aucun mal à l'espèce humaine était l'ennemi mortel de l'espèce canine. Du moment où il était venu habiter dans le village, plus un seul chien n'y put demeurer. L'animal mystérieux tourmentait si fort ceux qu'on tentait d'élever qu'ils mouraient l'un après l'autre. Et voici l'explication qu'on donnait de génération en génération. Un jour, le chien d'un voyageur qui s'était arrêté à la ferme Montulé avait été tué par le propriétaire des lieux. Peu de temps après, le voyageur vint à la recherche de son chien. On lui dit que son fidèle compagnon était mort naturellement. Le voyageur rétorqua alors « Si vous ne dites pas vrai,
on le saura bien. » Et il s'en alla. Et à partir de ce moment, le chien merveilleux commença ses apparitions. C'était dans la cave de la ferme qu'il avait élu domicile. Cette cave ayant été par la suite détruite, il ne se montra plus. Les créatures mystiques que l'on pouvait rencontrer dans notre région n'étaient pas toutes des bêtes sanguinaires. Je vais vous en présenter une qu'on pourrait qualifier plutôt d'espiègle. Le goublin. C'est l'une des plus étonnantes créatures du folklore normand. Lorsqu'il a son aspect ordinaire, ce lutin apparaît tel un minuscule bonhomme encapuchonné, au visage juvénile et aux longues oreilles pointues. Il n'est toutefois pas aisé de l'apercevoir ainsi, puisque sa capacité principale étant de se métamorphoser ou se goubliner en patois en n'importe quel animal, ou parfois même en petit objet. On le signale donc tantôt sous la forme d'un cheval, tantôt sous celle de ce gros chat qui vient ronronner au coin du feu en acceptant les caresses. Les Normands le connaissent bien et lui laissent volontiers des cadeaux en signe de bon voisinage pour s'attirer ses grâces. Malheur à celui qui oublie de lui adresser un présent. Voici portes et fenêtres qui s'ouvrent et se ferment en claquant, les meubles qui remuent, les cuivres de la cuisine qui s'entrechoquent et la vaisselle qui vole en tous sens. Gare aussi à celui qui se moque de lui, il peut s'attendre à des tours pendables, voire une monumentale raclée. Voici la plus ancienne histoire citée de goublin en Normandie. Elle date du XIIe siècle et se passe à Évreux. Ce goublin a tenté par tous les moyens d'empêcher Thorin, alors évêque d'Évreux, de rentrer dans la cité. Il lui barra le chemin de la grande porte sous la forme d'un ours, puis sous celle d'un lion, et enfin sous celle d'un buffle. Mais peine perdue, Thorin n'en démorda pas, et il rentra à l'intérieur des remparts. Il retrouva la créature dans le temple de Diane et lui força à reprendre son aspect originel. Il est dit que le goublin apparut clairement sous la forme d'un Éthiopien noir comme de la suie, ayant la barbe longue et jetant par la bouche des étincelles de feu. Le goublin resta cependant à Évreux et se présentait encore aux habitants sous plusieurs formes, sans pour autant pouvoir leur nuire. La légende du varou est proche de celle du loup-garou, mais des subtilités existent. D'abord, comment devient-on varou ? Cette malédiction était une sorte de châtiment qui arrivait lorsqu'une personne qui avait commis un crime ou avait aperçu celui-ci ne se dénonçait pas à l'église. Il était commun que lorsque tels actes arrivaient, le dimanche à la messe, on lisait un monitoire où les faits étaient relatés, et on sommait, au nom de Dieu, que les auteurs, les victimes ou les témoins du crime, de déclarer ce qu'ils savaient. Et s'ils ne le faisaient, ils encouraient l'excommuniation majeure. Le monitoire était lu 3 dimanches de suite. À la fin de la 3e lecture, le prêtre, après avoir adressé une dernière et solennelle sommation à ses auditeurs, jetait à terre le cierge qu'il tenait dans la main et l'éteignait en marchant dessus. Tout est consommé, disait-il. L'excommuniation est encourue. Les auteurs ou les témoins du crime qui ne se sont pas déclarés sont rejetés de l'église. La personne qui ne s'était pas dénoncée se transformait certaines nuits, portant sur son dos une sorte de cape en fourrure. Le varou entame une course effrénée à travers la forêt et boit pendant toute la nuit sans pouvoir s'arrêter. La malédiction dure 7 ans, sauf si la personne lui fait du sang entre les 2 yeux. Pour cela, il faut être suffisamment habile et précis pour enfoncer une petite pointe de couteau entre ses 2 yeux pour faire couler quelques gouttes de sang. Ainsi, la malédiction s'arrête. Mais si l'opération est manquée, c'est 7 ans qui s'ajoutent à sa peine. Le varou ne s'attaque pas à l'homme et il est formellement interdit de le tuer. Bien que l'on puisse, le seul moyen est avec une balle en argent bénite. Maintenant que vous connaissez la créature, plongeons dans une histoire qui en fait mention. Elle se passe au XVIIIe siècle, dans la commune de Gréville, dans la Manche. Monsieur Ricmé, venu s'installer dans le vallon de Valferrand, fut assassiné à coups de hache. La même hache servit à tuer le meunier dans son moulin. C'était au milieu du jour quand tout le monde travaillait dans les champs alentours. Personne ne vit, ni entendit, ou du moins personne n'en dit rien. On eut donc recours, en désespoir de cause, à la lecture du monitoire à l'église. La terreur fut profonde à Gréville quand le prêtre lança la condamnation. Mais personne ne bougea. Les meurtriers ne se trouvaient pas dans l'église, mais il se trouvait dans l'auditoire une personne qui, sans avoir participé au crime, en avait été témoin involontaire. Cet individu était un valet de ferme nommé Gliomino. Il couchait habituellement dans la grange où il s'était fait un lit de paille. Dans la nuit de Noël, quand il dormait, il sent tout à coup quelque chose de lourd se jeter sur son dos. Il se lève, ouvre la porte, et voilà que malgré lui, assura-t-il plus tard, se met à courir comme un fou à travers les mares, les cavets, les ronces, les buissons,
marchant devant lui sans pouvoir s'arrêter, sans pouvoir se diriger, emporté par une force irrésistible. Arrivé à un carrefour à 4 chemins, il se sent cinglé par 7 coups de fouet vigoureusement appliqués. Il en est de même à chaque carrefour, mais il ne voit personne. C'est une main invisible qui le frappe. Il se croise avec plusieurs de ses connaissances. Il les reconnaît, mais elles ne le reconnaissent pas. Il veut leur parler, mais les sons restent dans sa gorge. Il ne peut articuler un seul mot. Et puis, ses rencontres sont rares. Les chemins par lesquels il passe sont si déserts, si impraticables, que personne n'y passe. Guillauminot était valet chez les Verbois. Un valet, qui avait à lui parler, alla le chercher à la grange de très bonne heure. Il fut étonné de ne pas le trouver. Mais il fut encore plus étonné de le voir arriver quelque temps plus tard, brisé, éreinté, les mains ensanglantées et crotté jusque par-dessus la tête. « D'où viens-tu » lui dit-il. « On dirait que tu viens de porter le varou. » Guillauminot lui raconta ce que l'excommunication lui a valu, et lui expliqua comment il pouvait rompre le sortilège. Le valet lui raconta qu'ils étaient plusieurs à porter le varou. Guillauminot dit « Si je suis coupable, je suis le moins coupable de tous, et il n'est pas juste que je sois puni tout seul. » « Tu sais donc le secret de Valferrand » lui demande le valet. « Eh bien oui, j'étais là, pas loin, j'ai tout vu, mais je n'ai pas osé, et je n'oserais pas encore le dire. Cela me fait plaisir d'apprendre que d'autres que moi sont punis. » Le valet fit sa peine, assure-t-on, et ne dénonça personne. Si bien qu'on n'a jamais su quels étaient les meurtriers de M. Ricmé. Le monitoire sur cet assassinat est le dernier qu'on ait fulminé dans ce pays. Et il date de 1770. Ces légendes ne sont qu'un échantillon de l'immense patrimoine mythologique de la Normandie. Elles nous rappellent que même aujourd'hui, notre terre est empreinte de mystères qui se murmurent dans le vent, cachés dans les bois et les pierres anciennes. Chaque lieu a son histoire. Chaque recoin abrite une part de ces récits fascinants. Alors, la prochaine fois que vous visiterez un château, une forêt ou un village, prêtez attention. Peut-être apercevrez-vous une ombre fugace ou entendrez le lointain écho d'une légende oubliée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos dans le genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à liker, partager et vous abonner. Ça coûte rien et moi ça permet de me la péter pendant les dîners de famille. On se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures et sur ce, bonjour.